les Russes ont lancé une attaque massive contre la capitale. Donald Trump avait promis une paix rapide. La Russie ne s'est pas arrêtée. Angela Merkel, sa politique énergétique a-t-elle favorisé l'agression russe? Cette statistique est un défi non seulement pour l'Ukraine, mais pour le monde entier. Portnov délite. Andriy Portnov, ancien adjoint du chef de l'administration de Yanukovych, mythodésigne de la Russie contre identité ukrainienne, est apparu sur le tapis rouge avec des militaires ukrainiens et des musiciens de l'initiative Force culturelle. Le 15 mai, à Vienne, la journée de la Vychevanka a été célébrée. Le 23 mai, l'émission Dancing Stars Austria s'est terminée par la victoire d'une Ukrainienne. Bienvenue, vous êtes sur l'Atmo Media où vérité, analyse et journalisme indépendant vous apportent les nouvelles les plus importantes. C'est parti! La nuit précédant la fête de Kiev, le 25 mai 2025, les Russes ont lancé une attaque massive contre la capitale, une combinaison de drones et de missiles balistiques. C'est l'une des attaques les plus puissantes depuis le début de la guerre. Au total, plus de 300 cibles aériennes ont été lancés. Environ 370 drones et missiles. La défense antiaérienne ukrainienne a abattu au moins 250 drones et 6 missiles, mais certaines infrastructures de Kiev et d'autres régions ont été touchées. Selon les rapports officiels, entre 10 et 16 personnes ont été blessées à Kiev même, et le nombre de morts est en cours de clarification. Pour la fête de Kiev, pas de feux d'artifice, mais des explosions et la peur. Pourtant, même en ce jour, les habitants de Kiev restent forts. L'Ukraine n'oublie pas, et la réponse viendra. Donald Trump avait promis une paix rapide en Ukraine. Mais après son investiture, la Russie ne s'est pas arrêtée. Au contraire, les bombardements ont doublé. Que se passe-t-il? Nous avons analysé les données et le constat est inquiétant. Les données officielles montrent, après janvier 2025, quand Trump est devenu président, le nombre d'attaques dans les régions proches du front a plus que doublé. Par exemple, dans la région d'Odessa, il y avait 2 frappes, maintenant plus de 20. La plus forte augmentation est observée dans les régions de Mykolaïv, Dnipropetrovsk et Zaporizhia. Cela s'explique. Trump parle de paix, la Russie frappe plus fort. Pourquoi? Probablement parce que le Kremlin voit là un signal. Vos alliés s'affaiblissent, agissez. La rhétorique politique n'est pas une garantie de sécurité. La paix, ce ne sont pas des mots dans les meetings, ce sont des actions sur le champ de bataille. Et pendant qu'aux États-Unis, on débat des compromis, en Ukraine résonnent les explosions. Ces chiffres sont le reflet d'une vérité. La neutralité favorise souvent l'agresseur. Angela Merkel, sa politique énergétique a-t-elle favorisé l'agression russe? Angela Merkel a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans. Elle appelait cette politique le changement par le commerce. Un partenariat profond avec la Russie, construction de Nord Stream, dépendance au gaz. Mais cette stabilité a-t-elle donné au Kremlin la liberté d'attaquer l'Ukraine? Merkel a suivi la doctrine le changement par les liens économiques. Elle croyait que le commerce pousserait la Russie à se démocratiser. Son gouvernement a lancé Nord Stream 1 et soutenu activement Nord Stream 2, même après l'annexion de la Crimée en 2014, malgré les avertissements des Alliés. Ces projets ont contourné l'Ukraine, l'affaiblissant comme l'état de transit. En 2015, vente des stockages de gaz allemand à Gazprom malgré les alertes internes sur les risques de sécurité. Données de 2021, environ 55% du gaz en Allemagne provenait de Russie, le pétrole 34%,
le charbon 52%. Cela a rendu Berlin vulnérable au chantage et le Kremlin a compris. L'Europe n'appliquera pas de sanctions sévères. Les critiques disent que même après l'annexion de la Crimée, la politique de Merkel est restée douce. L'Europe a continué à acheter du gaz russe et la Russie l'a perçu comme un signal. On peut aller plus loin. Les partis verts et les gauches exigent déjà une enquête officielle sur la politique de Merkel pour savoir si elle a encouragé le Kremlin à l'agression. Ils qualifient la vente des stockages d'erreurs fatales en matière de sécurité et recommandent au gouvernement actuel d'examiner attentivement les causes et les conséquences. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Angela Merkel était une politicienne qui voulait la stabilité, mais sa stratégie de tranquillité est devenue un piège. Dépendance énergétique, faiblesse politique et finalement liberté pour l'agresseur d'agir impunément. L'Europe aurait-elle pu faire autrement? Quel enseignement devons-nous tirer de nos erreurs? Peut-on être véritablement indépendant aujourd'hui sans sacrifier la stabilité? Depuis le 24 février 2022, début de l'invasion à grande échelle, les forces russes ont commis plus de 150 000 crimes sur le territoire ukrainien. Que cachent ces chiffres et où mène le silence du monde? Les crimes de guerre constituent le groupe principal, impliquant meurtre de civils, prise d'infrastructures, viol, pillage. Atteinte à l'intégrité territoriale, près de 10 000 affaires. Elle montre la systématicité de l'agression contre l'Ukraine. Collaboration et trahison d'État, environ 5 000 affaires pénales contre ceux qui ont coopéré avec l'occupant. Qu'est-ce que cela signifie? L'Ukraine ne s'est pas seulement défendue, elle a documenté chaque crime. Cela prouve que 3 années de guerre totale, ce ne sont pas seulement des combats, mais une campagne systématique de terreur. Cette statistique est un défi non seulement pour l'Ukraine, mais pour le monde entier. Plus de 150 000 affaires, c'est un appel aux institutions internationales. Il doit y avoir responsabilité et justice, même si cela prend du temps. Aide civile, poursuivre les responsables est une façon de protéger l'humanité en temps de guerre. Ces crimes sont documentés, concrets. Ce n'est pas de l'aléatoire. C'est une agression systématique et la responsabilité devra être assumée au niveau national et international. En Russie, nouvelle performance en matière d'humanité militaro-politique. 20 000 migrants naturalisés attrapés et envoyés à la guerre contre l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré Alexandre Bastrykine, chef du comité d'enquête russe. Il s'agit de ceux qui ont obtenu la citoyenneté russe, mais ont oublié de s'enregistrer pour le service militaire. Les forces russes inspectent les marchés, dortoirs, stations du métro, à la recherche de migrants. Et ensuite, pas de papier égale billet pour le front. Une vidéo fuite. Certains se montrent intéressés par un contrat militaire. Et les commentateurs sont sarcastiques. Il est venu de lui-même, a signé de lui-même, voulait vraiment aller à l'opération spéciale. Typiquement russe. D'abord, on appâte avec un passeport, ensuite on envoie à la guerre. La citoyenneté par accord silencieux. Tu te tais, on t'envoie. Ce n'est plus une mobilisation, c'est l'élimination des indésirables, volontaires forcés, sous la menace des armes. Portnov d'élite. Un avocat moins du régime. Andriy Portnov, ancien adjoint du chef de l'administration de Yanukovych, juriste de régime, fan des manipulations judiciaires et favori des groupes pro-russes, a été tué à Madrid. Selon les autorités, il a été abattu dans une banlieue huppée, en revenant après avoir déposé son enfant à l'école. Plusieurs coups de feu dans le dos, puis silence. Les tueurs se sont enfuis dans un parc, pas d'arrestation. La police enquête. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a confirmé
qu'il s'agissait bien de Portneuf. Les médias espagnols parlent d'un juriste russe, mais les Ukrainiens précisent pro-russe et pas du tout un peu. Qui était-il? Juriste de régime de Yanukovych, pendant des années, il a intenté des procès contre les activistes, journalistes, militants de Maïdan. Après la révolution de la dignité, il s'est enfui. Vivait en Europe, commentait la guerre sur Telegram et affirmait que l'Ukraine est en train de mourir. Spoiler, maintenant c'est l'Ukraine qui vit et Portneuf, non. Portneuf n'a jamais répondu devant un tribunal ukrainien, mais apparemment, quelqu'un en a décidé autrement. On ne sait pas qui l'a fait, ni pourquoi maintenant, mais en fait demeure encore un représentant de l'ancien régime qui ne verra pas de revanche. Parfois, l'histoire n'oublie pas. Elle agit à son heure. À propos de fake news. Mythodesign de la Russie contre identité ukrainienne. Comment cela fonctionne? Expliqué par Rona Marutian. Rona Marutian, docteur en administration publique et membre du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, explique comment la Russie utilise le mythodesign pour manipuler la conscience. Qu'est-ce que c'est? Comment cela fonctionne? Et pourquoi l'Ukraine doit créer? Qu'est-ce que c'est? Comment cela fonctionne? Et pourquoi l'Ukraine doit créer ses propres mythes? Qu'est-ce que le mythodesign? C'est un ensemble de psychotechnologies qui projettent une nouvelle réalité. Le but? Faire de comportements souhaités une norme à travers la culture de masse. Exemple, les films hollywoodiens où les héros trient leurs déchets et la société commence à faire pareil. Une approche similaire a été utilisée en Russie. Par exemple, séries télé, propagande, aussi la télévision par satellite, tout cela fait partie d'un même système. La Russie a alloué plus d'1 milliard d'euros avant les élections de 2024 pour la guerre de l'information. Des films et émissions avec des images artificiellement idéalisées du héros. Des séries comme Slovo Patsana et RDA créaient l'image de l'agent des services spéciaux russes ou du vétéran d'Afghanistan comme autorité morale. Dans les territoires occupés, des paraboles satellites ont été installées pour transformer le paysage informationnel du Donbass, de la Crimée, de Kherson. Pourquoi cela fonctionne? Le mythe n'est pas une invention. Il se base sur des faits enrichis d'émotions et d'images. Des recherches ukrainiennes montrent que plus de 43% des Ukrainiens croient à l'astrologie ou au médium. Nous vivons à travers les histoires qu'on nous raconte. La propagande russe utilise l'émotion, la nostalgie, les codes linguistiques et crée un soviétisme du cerveau. Comment y résister? Selon Marutian, lutter contre les mythes est une perte de temps. Il vaut mieux emballer un récit positif propre. Les Ukrainiens ont créé leur propre mythe. Le fantôme de Kiev, par exemple, c'est aussi Patron, l'ambassadeur de la sécurité, les héros de forces armées ukrainiennes, fragments de culture et de symboles durant la guerre. Par exemple, le jeu Stalker sans doublage russe. De même, des symboles culturels comme le meuble de cuisine de Borodianka font partie de la lutte pour la conscience. Le mythodesign n'est pas seulement une arme de l'agresseur. C'est un outil qui fonctionne pour tous. Et si la Russie crée des mythes destructeurs, l'Ukraine doit continuer à forger les siens, forts, véridiques, qui construisent l'identité. Hygiène informationnelle, éducation aux médias, culture, ce sont nos boucliers contre les fake news. À propos des événements culturels, au Festival de Cannes, un moment qui a dépassé des frontières du cinéma. Chopin
est apparu sur le tapis rouge avec des militaires ukrainiens et des musiciens de l'initiative Force culturelle. Ils accompagnaient la première du film Bono and the Age, A Sort of Homecoming. À leur côté, Bono lui-même, qui soutient l'Ukraine depuis les premiers jours de la guerre, au centre de l'attention, ni l'acteur, ni le musicien, mais ceux qui soutiennent véritablement le pays. Des combattants ayant participé aux batailles de Bakhmut, par Avdiivka, Izium, certains après des blessures. Dans la salle, des applaudissements. La scène, pas pour la promo, mais pour la reconnaissance. Bono a dit brièvement « Vous vous battez aussi pour notre liberté ». Ces mots à Cannes, sous les yeux du monde entier, ce n'est pas la première apparition de Penn dans le contexte ukrainien. En 2022, il a remis son Oscar à Zelensky et dans son documentaire Superpower, il a montré le début de l'invasion de l'intérieur. Mais cette fois-ci, il ne s'agissait pas de lui. Sur le tapis rouge se tenaient ceux qui devaient être entendus. Un uniforme venu du front, sans parole superflue. La présence de soldats ukrainiens au festival, ce n'est pas un symbole. C'est une réalité qui empêche le monde d'oublier l'Ukraine et son combat. La culture marche aux côtés de ceux qui défendent la vie, parfois même sur le tapis rouge. Le 15 mai, à Vienne, la journée de la Vychevanka a été célébrée. Des Ukrainiens, des bénévoles, des diplomates et des habitants locaux ont défilé dans le centre-ville, de la mairie au Parlement, puis à la cathédrale Saint-Stéphane. Les participants étaient habillés en Vychevanka, portaient des drapeaux et des pancartes de soutien à l'Ukraine. On entendait des chansons ukrainiennes et l'hymne national. La police a accompagné la marche en tant qu'événement officiel approuvé par la mairie. L'événement a été organisé par la communauté ukrainienne de Vienne en coopération avec l'ambassade. La journée de la Vychevanka est une fête culturelle internationale qui symbolise le respect de l'identité ukrainienne. En 2025, elle a été célébrée dans plus de 60 pays. Ce n'est pas seulement une question de vêtements, c'est une question de présence. Du fait que même loin de chez soi, les Ukrainiens restent visibles et que la Vychevanka, ce n'est pas qu'un ornement, mais un symbole de mémoire et de dignité. C'est un code culturel. Où que nous soyons, la Vychevanka garde nos racines vivantes et montre que nous nous souvenons de notre pays, même si nous ne sommes pas chez nous. Le 23 mai, l'émission Dancing Stars Austria s'est terminée par la victoire d'une Ukrainienne. Katerina Misera, danseure professionnelle d'Ukraine, est devenue l'héroïne principale de la finale. Avec l'acteur Aaron Carl, elle est arrivée jusqu'à la dernière émission. Et c'est ce couple qui a remporté la victoire. Mais lors de la remise du prix, l'attention principale n'était pas sur lui, mais sur elle. Aaron a déclaré directement depuis la scène « Cette victoire est pour Katja ». C'est elle qui a fait un danseur de moi. Dankeschön, danke liebe Katja, vielen Dank. Danke, das ist dein Stern, der gehört dir. Es kommt der Stern nach Niederösterreich. Unsere Farbe ist blau und gelb. Die Farbe blau und gelb ist auch die Farbe deiner Heimat. Yeah. Katerina, championne d'Ukraine en danse de salon, est maintenant la gagnante de l'une des émissions télévisées les plus populaires d'Autriche. Aaron a parlé de l'importance de la couleur de son drapeau, bleu et jaune, celui de la Basse-Autriche, d'où il vient lui-même, et celui de Katja, qui vient d'Ukraine. Et ce sont aussi ses couleurs natales, oui. Cette émission a été regardée par près d'1 million de téléspectateurs, ce qui souligne l'importance de la présence des Ukrainiens dans de tels projets d'envergure. Cela donne à l'Ukraine une plus grande visibilité et donc aide notre lutte contre les russistes. Et c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous
Laissez un like, cela aide énormément à faire avancer la chaîne. Prenez soin de vous et gloire à l'Ukraine.